Dans un petit ouvrage, Mallarmé, document iconographique, édité chez Pierre Caillé en 1947, on peut lire ces quelques lignes de la préface d'Henri Mondor. Il s'agit de la période précédant de quelques années à peine, 4 ou 5 ans, le début de l'influence et d'une sorte d'exquise gloire du poète. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire jugeaient ses leçons et les pires journalistes jugeaient ses vers. De Mallarmé, les hardiesses de précurseur et le chatoiement de sa prévenance le dérobaient aux âpres vacarmes de la ville et lui révélaient un art de la vie qui, la pauvreté mise à part, eût pu sembler au bon moment d'une limpidité élyséenne. Même les enfants, rue de Rome, le devinaient prodigieux, voulaient l'entendre dans ses plus extraordinaires monologues et l'aimaient. Mais le cher petit Anatole, pour qui Villiers faisait des contes ensorcelants ou mimait des scènes comiques, mourut en 1879. Notre cher enfant nous a quittés doucement, sans le savoir. Je ne croyais pas cette flèche terrible, dirigée contre moi, de quelque coin indiscernable. Le tombeau d'Anatole, René Farabet, Jean Bollery, avec Jean-Pierre Richard, 1978. ACR, Atelier de création radiophonique. Rediffusion. Le tombeau d'Anatole, Mallarmé. Par René Farabet. Stéphane Mallarmé. Pour un tombeau d'Anatole. Froberger, Gauthier, Hauqueghem, Josquin-des-Prés, Marais, Devisé. Avec Jean-Pierre Richard. André Boukourechlieff, Traîne. Roland Barthes, Valérie Brière, récitant. Réalisation GRM. Groupe de réalisation. Arlette Adrian, Marie-Dominique Arrigui, Daniel Bizien, Bernard Charon, Marie-Ange Garando, Pierre Mine. Le tombeau d'Anatole, Mallarmé. Enfant, sorti de nous deux, nous montrant notre idéal, le chemin, à nous, père et mère qui, lui, en triste existence, survivons comme les deux extrêmes, mal associés en lui et qui se sont séparés, d'où sa mort, annulant ce petit soi d'enfant. C'est un avant-texte sans texte. Une liasse de 202 petits feuillets recouverts de l'écriture au crayon de Mallarmé à la suite de la mort de son jeune fils Anatole. Il est mort à 8 ans, posant des notes pour une œuvre future qui finalement n'a pas vu le jour. Malade au printemps, mort en automne. C'est le soleil. La vague, idée, la toux.
fils résorbé, pas parti, c'est lui, ou son frère, moi je le lui ai dit, 2 frères. C'est un texte qui est une sorte de trace, c'est-à-dire que le langage s'y aperçoit à l'état primitif, nu, presque spontané. C'est un texte à la fois extrêmement fragile, presque illisible, mais en même temps très pulsionnel, n'est-ce pas, d'une grande violence d'écriture, et en même temps avec cette graphie légère et très ornée, vous savez, qui était celle de Mallarmé. Pas connu, mère, et fils ne m'a pas connu. Image de moi, autre que moi, emportée en mort. Ton futur, qui s'est réfugié en moi, devient ma pureté à travers vie à laquelle je ne toucherai pas. Il est une époque de l'existence où nous nous retrouverons, sinon un lieu. Et si vous en doutez, le monde en sera témoin, en supposant que je vive assez vieux. Père, qui né en temps mauvais, avait préparé à fils une tâche sublime. Mais la fonction du tombeau est bien là tout de même, parce que le projet de ce travail était de sauver Anatole mort, de le ressusciter, de le prolonger. L'emporteront-ils sur vigueur? Donc Mallarmé décrit très longuement les opérations de ce qu'il appelle cette résorption, cette intériorisation mentale du fils mort. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'Anatole est le plus prodigieux exemple qu'on ait dans notre littérature au moins de ce que Freud appelait le travail d'un deuil, n'est-ce pas? C'est le texte même du deuil, c'est-à-dire un effort pour désinvestir un être vivant disparu et pour le réinvestir dans l'intériorité d'une pensée, c'est-à-dire transplanter au fond un absent dans une pensée et dans un langage. Priez mort, non pour eux. Genoux, enfant, genoux, besoin d'y avoir l'enfant. Son absence, genoux tombés. Car de vrai mort, qu'enfant. Mains se joignent vers celui qu'on ne peut presser, mais qui est qu'un espace sépare. Chéri, grand cœur, bien fils de père dont le cœur bâti pour projet trop grand est venu là échouer, il fallait. Héritant de cette merveilleuse intelligence filiale, là, faisant revivre, construire, avec sa nette lucidité, cette œuvre trop vaste pour moi. Et ainsi, me privant de la vie, la sacrifiant, si ce n'est pour l'œuvre, être lui grand, privé d'eux, et faire cela sans crainte de jouer avec sa mort, puisque je lui sacrifiais ma vie, puisque j'acceptais, quant à moi, cette mort. Claustration. Exemple. Nous avons su par toi ce meilleur de nous-mêmes, qui souvent nous échappe, et sera en nous, en nos actes, maintenant. Enfant, semence, idéalisation,
père et mère se promettant de n'avoir pas d'autre enfant, fausse, creusée par lui, vie, c'est cela. Ce sont des petits morceaux de papier de 13 cm sur 7 ou 8 cm. Remède, des petits morceaux d'espace, et sur chacun de ces morceaux, il y a peut-être 7 ou 8 mots, n'est-ce pas? Donc les mots se mettent à exister d'une certaine manière, presque tout seuls, sur cet espace blanchi et jauni. Et la disposition même des lignes est pulsionnelle, n'est-ce pas? Parce que la phrase reproduit presque directement l'élan à ce moment-là du sens, du désir. Enfin, il y a une spontanéité merveilleuse, je dirais, du geste sentimental dans Anatole. Mais le rapport du blanc et du noir est tout à fait en liaison. C'est secret, on ne peut pas dire vraiment comment. Mais enfin, on sent qu'il y a une liaison entre le fait de la présence et de l'absence. C'est pas que ce jeu d'une écriture en train de s'effacer sur un fond jaunâtre joue d'une certaine manière aussi la destinée d'Anatole, présent, absent, présent dans son cimetière, absent dans la maison de Mallarmé, présent dans l'esprit de son créateur. Il y a un jeu entre ce qui est et ce qui n'est pas, si vous voulez, dans le tombeau d'Anatole, qui est d'une certaine manière, non pas répété, mais réfléchi, si vous voulez, par l'extraordinaire graphie même du texte. Malade, être à nu, comme l'enfant. Et nous apparaissant, l'on profite de ces heures où, mort, frappé, il vit encore et est encore à nous. Titre: Poésie de la maladie. Avec don de parole, j'aurais pu te faire, toi, l'enfant de l'œuvre, roi, faire de toi, au lieu du Fils en nous, non triste, de tâche, te faire, non, souviens-toi des jours mauvais. Or, il prouve qu'il le fut, joua ce rôle. Bouche fermée, etc., parole, etc., natale, oubliée. C'est moi qui t'ai aidé depuis. Et ramené en toi l'enfant. Jeunesse de l'histoire, oubliée ou mal apprise, d'où rien. Je n'aurais pas souffert en être à mon tour, n'étudier que cela, etc. Mort. Alors, tu ne fus donc que moi, puisque je suis ici, seul, triste. Non, je me souviens d'une enfance, la tienne, de voix. Biographiquement, ce texte a été écrit juste après la mort d'Anatole, dans un ébranlement biographique. La mort est donnée comme une première rupture. Il y a un grand cri d'Anatole qui n'est pas encore mort, mais qui est saisi de maladie. Et puis, après cette première rupture, cette première scission, n'est-ce pas, on pourrait presque dire, même en termes hegeliens, puisque vous savez qu'à cette époque-là, Mallarmé était en plein dans l'influence de la pensée hegelienne. Après cette première rupture, il n'y a qu'à laisser se poursuivre le travail de défection qui est la maladie elle-même. Dans une deuxième partie, je pense que Mallarmé aurait décrit la maladie comme une sorte de devenir mort, je dirais, n'est-ce pas? La maladie, c'est le devoir mourir, et alors, dans le malade, la mort est déjà là, et elle travaille le malade, et on peut se livrer à une sorte de combat avec la mort, qui est un combat presque physique, et que bien des feuillets de ce tombeau d'Anatole décrivent. Alors, ils décrivent en effet la maladie comme une lutte entre le père, qui s'adresse à la mort présente dans l'enfant mourant, pour dépasser cette mort, n'est-ce pas, pour lui arracher l'enfant qui meurt. Et alors ceci se passe à travers de multiples épisodes, et en particulier à travers le jeu des regards. Il s'agit de regarder l'enfant mourant, ne pas lui dire qu'il est en train de mourir, et à travers ce fait de l'ignorance de l'enfant mourant, la mort elle-même est flouée selon la théorie mallarméenne, puisque vous savez que chez Mallarmé, on ne meurt que si l'on se sait mourir. Alors si un enfant meurt dans l'ignorance qu'il est mourant, d'une certaine manière, il ne meurt pas. Alors celui qui meurt, c'est le père
qui sait que l'enfant va mourir, qui récupère en lui donc cette puissance du mourir, mais qui en même temps l'annule puisqu'il reste vivant en fait et qu'il est capable de la dire. Donc il a tout un jeu, toute une stratégie très compliquée et très corporelle en même temps, n'est-ce pas, du rapport du père avec la mort du fils qui donne lieu à des petits développements tout à fait fulgurants. Et alors une troisième partie, ça aurait été, je crois, alors la mort elle-même, le cimetière, le tombeau, avec là alors des éléments très concrets, le trou par exemple, qui fascine Mallarmé, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'hallucination tout à fait fantasmatique du gouffre du tombeau du fils qui est en train de l'attirer. Alors d'autres éléments concrets comme la rivière qui continue à couler à côté du cimetière. Et c'est la scène où le petit Anatole naviguait avec son père. Donc vous voyez, il y a toute une mise en scène symbolique d'éléments qui correspondent à si vous voulez, une sorte d'imaginaire du quotidien de ce qu'avait été la vie d'Anatole et de Mallarmé. De mort, du mal, sans qu'il n'en sache rien. À mon tour à la jouer par cela même qu'enfant ignore. Tant de la chambre vide, jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Peut-être tout suivre ainsi moralement. Il n'en sait rien. Et mère pleure, idée là. Oui, prenons tout sur nous, alors sa vie, etc. Car sinistre, ne pas savoir et n'être plus. Tu peux, avec tes petites mains, m'entraîner dans ta tombe. Tu en as le droit. Moi-même, qui te suis, moi, je me laisse aller. Mais si tu veux, à nous deux, faisons une alliance, un hymen superbe. Et la vie restant en moi, je m'en servirai pour. Donc, pas mère. Alors, cérémonie, cercueil, etc. On a vu là le père qui permet de se dire au besoin, eh bien oui, tout est là. Et peut-être pas de crainte pour moi de penser à autre chose. La reformation de son esprit qui à l'éternité peut attendre. Soit mais éternité à travers ma vie. Père, former son esprit, lui absent hélas, comme on l'eût formé lui présent, mieux. Mais parfois quand tout semble trop bien aller ainsi en idéal, s'écrier, ce n'est du ton de mère qui elle est devenue attentive, ce n'est pas tout cela, je le veux, lui, et non moi. Tu me regardes. Je ne peux pas te dire encore la vérité. Je n'ose. Trop petit. Ce qui t'est arrivé, un jour je te le dirai. Car, homme, je ne veux pas que tu ne saches pas ton sort. Et homme, enfant mort. Non pas mêlé aux grands morts, etc. Tant que nous-mêmes vivons, il vit en nous. Ce n'est qu'après notre mort qu'il en sera, et que les cloches des morts sonneront pour lui. Le genre du poème sur un mort de sa famille, ça existe, ça a toujours existé, ça s'appelle une consolation. Vierge. Alors, il faut prendre le tombeau d'Anatole pour une consolation manquée, si je puis dire. C'est l'échec d'un certain genre littéraire, mais c'est l'accès peut-être à une autre modalité de la parole, qui est une modalité beaucoup plus moderne que celle de simplement faire du bruit autour d'un mort. Si vous voulez, essayer de jouer peut-être la mort même dans le fait d'écrire.
Voile, navigue, fleuve, ta vie qui passe, coule. Pour Mallarmé, il ne s'agit pas vraiment, je crois, de méditer sur la mort, mais de traverser la mort par un exercice d'écriture. Il y a toute une série de débats dans le tombeau d'Anatole. On peut, comme il le dit, reprendre le mort en soi, l'absorber, le transfuser, l'idéaliser, en faire l'objet d'une œuvre. Mais est-ce que ceci n'est pas une tentation très proprement narcissique, finalement ? Et cela, Mallarmé a la lucidité de l'envisager. Il dit qu'après tout, lorsque cette œuvre aura été écrite, il n'empêche qu'Anatole sera mort. Donc il y a une déchirure, là, et il y a une fêlure, une faille que le langage même doit entretenir. Alors c'est ça qui fait que le langage du tombeau d'Anatole est un langage cassé, un langage qui n'atteint pas sa forme narcissique. Enfin, c'est un langage en morceaux, et en même temps qui reste évidemment très pathétique, très vibrant, avec beaucoup d'invocations. C'est un langage qui fait appel à la voix. C'est un langage qui est fait pour passer dans une voix, ou dans plusieurs voix, parce qu'il y a la voix du père, la voix de la mère, la voix de la fille, la voix de la future fiancée. Enfin, il y a toute une série de rôles là qui interviennent pour vocaliser la mort finalement. Mère, on ne peut pas mourir avec de pareils yeux, etc. Père, laisse entendre. Et alors ça fait trembler le texte, ça le maintient à l'état d'incertitude, n'est-ce pas ? Et finalement, ça n'achève pas le texte, ça ne le boucle pas sur lui-même. C'est bien que c'est un tombeau, mais à la différence des autres tombeaux de Mallarmé, qui, vous vous souvenez, s'achèvent tous par des résurrections finalement, n'est-ce pas ? Des rejaillissements, des ressurgissements de paroles, de lumière. Enfin, il y a toute une symbolique très forte de la Renaissance dans tous ces tombeaux. Ce n'est pas le cas du tombeau d'Anatole, qui reste, il me semble, pris toujours jusqu'au bout dans la vibration. Alors je me demande si l'inachèvement du tombeau n'est pas dû justement à cette impossibilité que le langage mallarméen avait dans ce cas-là de se fermer, de se clore sur une forme particulière. S'il ne fallait pas que le tombeau d'Anatole restât pour être une véritable célébration de la mort, dans cet état de non-achèvement, une sorte de perdition encore du langage sur la page, le fait que les phrases ne soient pas écrites syntaxiquement, par exemple. Si ça n'était pas nécessaire pour faire face à ce qu'est une mort. Je me demande si dans l'inconscient linguistique de Mallarmé, cette exigence-là n'a pas été plus ou moins perçue par lui. Soleil couché et vent, or parti et vent de rien qui souffle. Là, le néant, moderne. Larmes affluent de lucidité, le mort se revoit à travers. La mort chuchote bas, je ne suis personne, je m'ignore même, car morts ne savent pas qu'ils sont morts, ni même qu'ils meurent, pour enfants du moins, ou héros mort soudaine, car autrement ma beauté est faite des derniers instants. Lucidité, beauté, visage de ce qui serait moi sans moi. Car aussitôt qu'on est, je suis mort, je cesse d'être. Ainsi faite de prescience, d'intuition, frisson, suprême, je ne suis pas qu'à l'état idéal. Et pour les autres, larmes, deuil, etc. Et c'est mon ombre, ignorance de moi, qui revêt de deuil les autres. Larmes, plus de, ni de, autres. D'où venu? Note. Quoique poèmes basés sur faits toujours doivent ne prendre que faits généraux, il se trouve ici que donner d'ensemble s'accorde souvent avec les moments destins derniers du délicieux enfant. Ainsi, père,
voyant qu'il doit être mort, mère, illusion suprême, etc. Mort, épuration, image en nous épurée par larmes, et avant image aussi. Reste simplement ne pas toucher, mais se parler. 2. Effet général, il doit, est-il mort, c'est-à-dire frappé à mort, non. Et revient-il déjà dans l'espace du doit mourir, du futur terrible qui l'attend? Ou bien est-il encore malade, maladie à laquelle on se rattache, désirant qu'elle dure pour la voir, lui, plus longtemps? Or, la mort, pourquoi m'attarder à vous le rendre inquiet, triste, déformé, tandis que je le pétris pour le jour beau et sacré où il ne souffrira plus? Sur le lit de mort, ce qui se met muet, etc. Au lieu d'autrefois, ce qui donnerait peut-être pour oh, s'il mourait jamais. Mère, n'achève pas, il faut le père et mère, qui se retrouvent tous deux devant sépulcre sans lui. Eh bien. Assis rêveur causant avec lui. Ne pas te sentir sur mes genoux, cela fait qu'il se dérobe et que je me suis agenouillé. Non plus devant l'enfant familier, etc. Alors, avec sa veste marin, mais devant le jeune Dieu, héros, sacré par mort. Famille parfaite, équilibre, père, fils, mère, fille, rompu. 3, un vide entre nous, cherchant. Tant mieux qu'il ne le sache pas. Nous prenons toutes larmes, pleurs, mères, etc. Transition d'un état à l'autre, ainsi pas mort. Mort, ridicule ennemi qui ne peut à l'enfant infliger la notion que tu es. Mort n'est rien. Prière de mère, jouant mort, remède, elle, que l'enfant ne sache pas. Et père en profite. Plus de vie pour moi. Et je me sens couché en la tombe à côté de toi. Ou poème ordinaire, c'est vrai, tu m'as frappé, tu as bien choisi ta blessure, etc. Mais, et vengeance, lutte d'un génie et de la mort. Mort, il n'est que des consolations, pensées, baumes. Mais ce qui est fait, on ne peut revenir sur l'absolu contenu en mort. Et cependant montrer que si, abstraction faite de vie, de bonheur, d'être ensemble, etc., cette consolation à son tour, à son fond, sa base absolue, en ce que si nous voulons, par exemple, qu'un être mort vive en nous, penser, c'est son être, sa pensée en effet, ce qu'il a de meilleur, qui arrive par notre amour et le soin que nous prenons à l'être. Être n'étant que moral et quant à penser, il y a un au-delà magnifique, qui retrouve sa vérité, d'autant plus belle et pure que la rupture absolue de la mort, devenue peu à peu aussi illusoire qu'absolue, d'où il est permis de paraître oublier les douleurs, etc. Comme cet illusoire de survie en nous devient d'illusoire absolu, il y a être, irréalité dans les deux cas, a été terrible et vrai. Le père seul, la mère seule,
se cachant l'un de l'autre, et cela se retrouve ensemble. Il y a le dualisme du père et de la mère, car vous savez que l'imagination duel a toujours été très forte chez Mallarmé. Mallarmé a toujours aimé à mettre les choses et les gens deux à deux. Et vous savez qu'il disait que lorsqu'il y a deux objets qui se répondent, ils s'égalisent et ils disait la preuve. À eux deux, n'est-ce pas, ils annulent finalement leur rencontre. Et tout le livre, l'imaginaire du livre est construit sur cette architectonique du deux à deux. Alors là, dans le tombeau d'Anatole, on retrouve encore des deux à deux. Il y a le père, la mère, Anatole et sa sœur. Anatole mourant, alors on se trouve dans l'impair. C'est ça l'imaginaire de la structure, n'est-ce pas? L'un des scandales de la mort, c'est qu'elle détraque aussi l'ordre géométrique de la structure. Alors il y a un trou structural, et ce trou structural a des conséquences tout à fait inattendues dans la constitution de tous les couples de la figure, puisque du fait que le fils meurt, il se retrouve à 3, mais il y a un trou qui se creuse à ce moment-là entre le père et la mère. C'est une des curieuses conséquences du tombeau d'Anatole que la mort d'Anatole soit aussi comprise par Mallarmé comme un échec de l'union sexuelle du père et de la mère. Le père et la mère se sont mal entendus, donc Anatole meurt. Il faut lire ça à l'envers, bien entendu, n'est-ce pas? Et au niveau du fantasme. Et on peut lire ça à l'avenir aussi, puisqu'il est très bien dit que le père et la mère n'auront pas d'enfants après Anatole. Donc il y a une rupture là, une rupture amoureuse du couple parental. Alors ce trou peut être récupéré pourtant par le fait que la sœur se mariera plus tard et aura un enfant peut-être qui tiendra la place d'Anatole. Et alors cet enfant sera peut-être le célébrant à la fois d'Anatole et de Mallarmé, enfin, car l'image, c'est celle d'une récupération. S'il y a un trou quelque part, il faut que l'un des survivants, n'est-ce pas, de la figure, bouche le trou, et ne peut le boucher que par une entreprise de langage. On voit bien ici que finalement, la littérature, ça sert à boucher les trous, si je puis dire. C'est quelque chose qu'on met sur les gouffres, en fait. C'est vraiment une sorte d'écran qu'on place sur les grandes négativités, n'est-ce pas, de l'existence, la naissance, la mort. C'est à ça, finalement, pour Mallarmé, que sert la littérature. Alors on comprend bien qu'elle soit abstraite, parce que c'est la mort, le gouffre, le trou, l'inégalité, ce sont des réalités tellement universelles que, au fond, l'événement biographique, anecdotique, le drame familial, ça sert simplement à les faire ressortir. Le tombeau d'Anatole est une allégorie. 2. Larmes de mer, pièce se calmant peu à peu dans le double point de vue, enfant destiné, tombeau, souvenir, vieillard qui parle. 1. Cri de mer, fleur cueillie pour tombe laissée là. 3. Tombeau, père. Lent à sacrifice, terre le change pendant ce temps. Autre mer, mer se tait. Douleur éternelle et muette. S'il nous entendait, qu'il serait irrité, le supprimer ainsi, sacrilège, sans qu'il le sache. Tombeau, ombre. Non, divinement, car pas mort, et en nous la transfusion, changement de mode, d'être. Voilà tout. Quoi? Jouir de la présence et l'oublier, absent, simplement ingratitude. Non, prise sur l'être de qui a été, absolu. Amertume et besoin de vengeance quand il semble réclamer. Désir de ne plus rien faire, rien, manquer le but sublime, etc. Quoi, la mort énorme, la terrible mort, frapper un si petit être. Je dis à la mort, lâche. Hélas, elle est en nous, non le dehors. Il a creusé notre tombe en mourant. Concession,
ensevelissement, à la vision de l'enfant. Toi seul ne le sais pas. Tu me regardes toujours étonné, comme honteux. Va, ferme ces doux yeux, ne sache pas, je me charge. Continue. Et tu vivras. Le voir mort. Crainte de la mère sur lit funéraire, dès la cessation de jeu en un, fin de un, rupture. Voix qui crie, jusque-là pour l'enfant muet. Et relié, yeux fermés, père, mère les a fermés, ne pas savoir où il est, l'enterrer dans l'ombre. Lutte, lutte. Oh, que les yeux des morts, etc., ont plus de force que ceux les plus beaux des vivants, qu'ils vous attireraient. C'est le fantôme d'un enfant. C'est-à-dire, c'est le fantôme le plus purement fantomatique qui soit. Il n'y a de vrai mort qu'enfant. Il m'est venu l'idée de passer par le détour de la scène primitive, la scène d'amour parental surpris, plus ou moins réellement, par l'enfant, et c'est une scène à laquelle Freud assigne le rôle de faire comprendre la différence des sexes. Donc, à la scène primitive se lit la question de l'origine. Et on peut lire Mallarmé d'après le schéma de la scène primitive. Il y a une foule de scènes primitives. Les grands sonnets, au fond, sont toujours entamés sur des débats de nuages, de soleil couchant, soleil mourant. Enfin, il y a toujours une grande bataille. Cette bataille est aussi toujours une bataille amoureuse. Et cela étant dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'il y a une autre scène alors, dont Freud n'a pas parlé, il n'a pas fait la théorie, une scène funéraire, disons, n'est-ce pas, et qui serait, au fond, la scène de la mort. Et ce serait la scène de la mort des parents. Elle mettrait au contact avec la disparition de ceux qui nous ont précédés, des grands intercesseurs d'autrefois, parce que les parents, ça peut être aussi bien, pour Mallarmé, des gens comme Poe ou Baudelaire, n'est-ce pas, ce sont ça, ses vrais parents. Et alors on pourrait dire qu'il y a dans la scène de la mort, c'est-à-dire dans le spectacle finalement du mort, qui est le cadavre, n'est-ce pas, qui est là sans être là, enfin c'est exactement ce qui correspond encore à la familière étrangeté, au sens que Freud donne à cette expression. Alors la mort est une chose aussi violente et refoulée que la sexualité. La scène mortuaire viserait à la fois à la montrer et à la refouler. Et si la scène primitive donnait la différence des sexes, je me demande si la scène, cette scène funéraire auquel je songe, là que j'extrapole de façon un peu aventureuse à partir de l'autre, si elle n'aurait pas pour fonction justement de donner la différence des âges. Si dans la scène de la mort, ce qui serait donné finalement, ce ne serait pas, disons, la filiation. La filiation vers le futur, n'est-ce pas, comme la scène primitive donnait l'origine vers le passé. La scène primitive donnerait une sorte de passage de l'altérité à l'identité, et la scène funéraire donnerait le contraire, c'est-à-dire la dissolution de l'identité, dans ce que Mallarmé appelle ici dans le tombeau d'Anatole la neutralité, c'est-à-dire la terre neutre aux vastes horizons. Alors ceci serait la structure normale, mais il peut y avoir des infractions, il peut y avoir des scandales qui se produisant sur cette structure. Et alors justement, la mort d'un enfant, et voilà que nous retrouvons Anatole, pourrait être l'un de ces scandales, c'est-à-dire qu'au moment de voir mourir quelqu'un autour de soi dans la filière père-fils, n'est-ce pas, ce qui meurt, ce n'est plus la mère, elle est déjà morte, ce n'est plus la sœur, elle est déjà morte, c'est le fils. Donc le problème à ce moment-là consiste à faire que, dans ce contact avec la mort, le fils redevienne le père. Et c'est très exactement ce qui se passe dans le tombeau d'Anatole, puisque l'un des projets de Mallarmé, c'est de devenir, en somme, le fils d'Anatole, de faire qu'Anatole devienne son inspirateur, qu'il écrive cette œuvre pour glorifier Anatole, mais en même temps, dit-il, pour mener à bien
les grands projets qu'Anatole aurait sûrement accomplis et que lui, Mallarmé, à cause de son impuissance bien connue, n'est-ce pas, de sa névrose, n'avait pas pu accomplir. Donc, il y a un extraordinaire renversement de filiation qui fait que le fils ne peut être sauvé qu'en redevenant le père de son père. Et cela dans cette perspective de trauma mortuaire qui me paraît être dit par le tombeau d'Anatole mieux peut-être que par tout autre texte littéraire. Cesse, terre, trou ouvert et jamais comblé, que par ciel, terre indifférente, tombe, non-fleurs, bouquets, nos fêtes et notre vie. Petit enfant que mort peut prendre, l'ignorant. Mais, jeune homme irrité, déjà en lui, je n'ose soutenir ce regard plein de futur. Eh bien, mal de race dans moi que ce regard suit au-delà en futur absolu, notre réunion. Faut-il, selon quel rite, l'inhumer en nom de race, ancêtre avec immortalité, ou le mien, nouveau? Cimetière, nécessaire d'y aller pour renouveler déchirure, douleur par l'être cher, idée de mort, là. Quand l'illusion trop forte de l'avoir toujours avec soi. Non, tu n'es pas un mort. Tu ne seras pas parmi les morts, toujours en nous. Devient une jouissance point assez amère pour nous. Et injuste pour celui qui reste là-bas. Et est en réalité privé de tout ce à quoi nous l'associons. Mère, identité de vie, mort, père reprend, rythme pris ici du bercement de mère, suspend, vie, mort, poésie, pensée. Non mort, tu ne le tromperas pas. Je profite de ce que tu le trompes, pour son heureuse ignorance à lui, mais d'autre part je te le reprends, pour le tombeau idéal. Je veux tout souffrir pour toi, qui ignore. Rien ne sera soustrait qu'à toi du deuil inouï. Et c'est moi, l'homme que tu eusses été, car je vais, à dater de maintenant, d'être. Père et mère à deux, leur amour, idée d'enfant. Amère, pleure toi. Moi je pense. Que jamais, yeux futurs, pleins de terre, ne se voilent de temps. Je ne peux pas croire à tout ce qui s'est passé. Le recommencer en esprit, au-delà, l'ensevelissement, etc.
Oh, tu crois que tu me le prendras ainsi? À cette mère, à moi, père. J'avoue que tu peux beaucoup. Que veux-tu, douce vision adorée, qui vient souvent vers moi, te pencher, comme écouter secret de mes larmes? Savoir que tu es mort, ce que tu ignores. Non, je ne te le dirai pas, car alors tu disparaîtrais et je resterai seul pleurant, toi, moi, mêlé, toi, te pleurant, enfant, en moi, l'homme futur que tu ne seras pas et qui reste sans vie ni joie. Vision sans cesse épurée par mes larmes. Tant que corps met à s'oblitérer en terre, se confondre peu à peu avec terre neutre aux vastes horizons. C'est le feuillet 163, 164, 165. Tant que corps met à s'oblitérer en terre, se confondre peu à peu avec terre neutre aux vastes horizons. C'est alors qu'il lâche l'esprit pur que l'on fut et qui était lié à lui, organisé, lequel peut, pur, se réfugier en nous, régner en nous, survivant, ou en la pureté absolue sur laquelle le temps pivote et se refait, jadis en Dieu, état le plus divin. On entend des mots malarméens, par exemple oblitérer. Oblitérer, ça rappelle oublier, aboli, n'est-ce pas? C'est une condensation de terre. Oblitérer, c'est oublier dans la terre. Donc c'est un mot qui est très important en ce qui concerne le destin même d'Anatole, puisqu'il l'abolition terrienne y est dite. Alors, oblitérer appelle terre, qui intervient immédiatement après. Oblitérer en terre. Et terre même, alors dans la lettre même, devient neutre. Voyez-vous, le TR de terre se prolonge sémantiquement et littéralement dans la neutralité. C'est bien qu'oblitérer, terre neutre, c'est pris dans la même constellation de musique. Alors ensuite, évidemment, il y a aussi le passage à l'ampleur qui est tellement malarméen, n'est-ce pas? La réalité ne s'accomplissant que dans son vaste horizon. Tout objet n'ayant de sens que par son épanouissement. Alors ça peut être un épanouissement dans l'idée, dans le feu d'artifice, enfin dans le meilleur des cas, mais ça peut être aussi ici un épanouissement dans la confusion. C'est-à-dire il y a une perdition du corps, un éparpillement, le corps s'en va dans la grande neutralité de l'horizon. Alors ça, je trouve ça très, très malarméen et très beau parce que c'est fidèle à un mouvement d'imagination et en même temps c'est fidèle à la réalité de ce qui se passe, c'est-à-dire à la réalité d'une putréfaction, disons, plus rudement. Alors ensuite, on voit bien que cette confusion disséminée dans l'horizon fait l'objet d'un renversement et le corps lâche l'esprit pur que l'on était et l'esprit se réfugie en nous. Alors ça, c'est le moment idéaliste, évidemment, du travail de salvation. Se réfugier en nous, c'est exactement l'intériorisation d'un esprit dans un autre esprit, le travail d'introjection de l'essence d'Anatole. Mais alors, ce passage dans l'esprit de Mallarmé, à un troisième moment, c'est un passage à la royauté. Au début, il se réfugie et puis il règne, vous voyez, régner en nous survivants. Alors ici, on a le mouvement que j'essayais de dire et qui est au fond, l'humiliation, le sacrifice plutôt, le mot sacrifice est meilleur, le sacrifice de Mallarmé sous la royauté du souvenir d'Anatole. Toute la vie mallarméenne étant désormais abolie, elle aussi, oblitérée, pour faire ressortir la vérité de celle d'Anatole. Vous voyez cet extraordinaire renversement-là. Et alors, dans un mouvement suivant, là, cette royauté refuge de l'esprit d'Anatole dans l'esprit de Mallarmé
devient une seule réalité spirituelle, la pureté absolue, n'est-ce pas? C'est ça, vous voyez. À eux deux, ils fabriquent un absolu. Et Mallarmé a toujours cette obsession de fabriquer des absolus. Alors la mort est un absolu, mais il y a un autre absolu qui est en face de la mort, et c'est cette double pensée. Donc à eux deux, ils font la preuve, n'est-ce pas, qu'il peut y avoir quelque chose. Et cette chose, c'est un autre absolu. Donc c'est la preuve de deux esprits qui dépassent la mort d'un corps, si je puis dire. Et alors dans un cinquième mouvement, là, ceci est encore très nettement indiqué, la pureté absolue sur laquelle le temps pivote et se refait. Alors cette pureté absolue, c'est un point, vous voyez, c'est l'identité d'un point, deux êtres deviennent un seul point, et là sur ce point, il y a ce que recherche évidemment toujours Mallarmé, c'est-à-dire le pivotement, n'est-ce pas, le renversement, qui peut être dialectique, qui peut être de toute autre nature, en fait, c'est-à-dire le renversement, qui peut être aussi le renversement du temps à l'éternité, de la mort à la vie, mais ce pivotement qui est ici à la fois très concret, vous voyez, sur laquelle le temps pivote et se refait, et qui est en même temps d'un niveau d'abstraction tout à fait extraordinaire. Une parenthèse nous dit que l'instance qui permettait ce pivotement, c'était Dieu. Traditionnellement et idéologiquement, Dieu servait à ça, n'est-ce pas? Dieu servait à retourner toutes les choses à leur contraire et à sauver les morts. Mais on voit bien qu'ici, c'est Mallarmé lui-même qui se donne le rôle de Dieu, n'est-ce pas? Il y a ici une tentation extraordinaire de prendre le rôle de Dieu. Il faudrait même dire par son acceptation de se mettre au service du Christ, finalement. Anatole est une sorte de Christ et c'est lui qui permet à son père de devenir Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait dire celui sur laquelle le temps pivote et se refait. Jadis, en Dieu, état le plus divin. Moi qui le sais, pour lui, porte un terrible secret. Père, lui, trop enfant pour de telles choses. Je le sais. C'est en cela que son être est perpétué. Je le sens en moi qui veut, sinon la vie perdue, du moins l'équivalent, la mort, où l'on est dépouillé de corps, en ceux qui restent. Et alors trois lui parlaient ainsi, n'est-ce pas que, ami, dis que tu triomphes, n'est-ce pas, dégagé de tout ton poids de la vie, ma vie, du vieux mal de vivre, Roche, bien fort, te sens, et que tu te trouves bien toujours avec nous, Père-Mère, mais libre, enfant éternel et partout à la fois. Et les dessous, je peux dire cela, parce que je garde toute ma douleur pour nous, la douleur de ne pas être, que tu ignores, et que je m'impose, cloîtré du reste, hors de la vie où tu me mènes, ayant ouvert pour nous un monde de mort. L'ensevelissement moral, père, mère, on ne le sache pas encore, etc., a mis la terre à temps, l'acte pieux de le cacher. Laisse l'autre mère, commune de tous les hommes, dans laquelle va le lit où il est maintenant. Le prendre. Laisse les hommes apparus. Oh, les hommes, ces hommes croque-morts ou amis, l'emporter, suivi de larmes, etc., vers terre, mère à tous. Mère à tous, la sienne maintenant. Et puisqu'elle participe déjà de toi, ta fosse creusée par lui. Lui, devenu visage. Petit homme, grave, d'homme,
pas savoir son bonheur quand il est là. Trouver cela si naturel, relié à inconscience de mort. Vrai deuil en l'appartement, pas cimetière. Meuble. Trouver absence, seul, en présence de petits vêtements, etc. Mer. Petit marin, costume marin, quoi. Pour grande traversée, une vague t'emporta à 7. Mer. Fiction de l'absence gardée par mère. Appartement. Non. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Dans le trouble et les pleurs d'alors, je sais seulement qu'il n'est plus ici. Mais elle a suivi au cimetière. Et s'il y est absent, d'où mère elle-même fantôme devenue, spiritualisée par habitude de vivre avec une vision. Tandis que lui, père, qui construisit le tombeau, mura. C'est. Et son esprit n'y va-t-il pas chercher les traces de destruction et transmuer en esprit pur? Si bien que la pureté sort de la corruption. Non. Je ne laisserai pas le néant. Père, je sens le néant m'envahir. Et si au moins, esprit, je n'ai pas donné sang suffisant, que ma pensée lui fasse une vie plus belle, plus pure, et comme sa peur de moi, qui pense, à côté de lui. Quoi, ce que je dis est vrai, ce n'est pas seulement musique, etc. André Boukhourechiev, Traîne.
sais pas ce qu'ils en ont fait, dans le trouble et les pleurs d'alors, je sais seulement qu'il n'est plus ici.
je mais toi toi disparaît et je retirai est mort car il ne le sait est mort âge de ce qui serait et ton nom ignore moi il revêt de non sentir éclater en nuit le vide immense produit par ce qui serait sa vie, car il ne le sait pas qu'il est mort. Avec d'ondes folles non, je ne te le dirai pas. Car alors tu disparaîtrais. Et je resterai seul, pleurant, toi, moi, mêlés. Toi te pleurant enfant, en moi l'homme futur que tu ne seras pas, et qui reste sans vie ni joie.
On ne peut pas mourir avec de pareils yeux. Ses yeux me regardent. Enfant. Ses yeux me regardent, doublent et suffisent, pris déjà par l'absence et le gouffre. Je ne veux pas fermer les yeux, main maudite. Jamais, yeux futurs, pleins de terre, ne se voile de temps.
Avec don de parole, j'aurais pu te faire roi, faire de toi l'enfant de l'œuvre. Image de moi, autre que moi. Non, parole natale oubliée. Au lieu du Fils en nous, cette œuvre trop vaste pour moi. Non. Nuit. Nuit, nuit. Ami, la terre attend.
ACR, Atelier de création radiophonique. Rediffusion. Le tombeau d'Anatole, Mallarmé, par René Farabet. Stéphane Mallarmé, pour un tombeau d'Anatole. Froberger, Gauthier, Hauqueghem, Josquin-des-Prés, Marais, Devisé. Avec Jean-Pierre Richard. André Boukourechlieff, Traîne. Roland Barthes, Valérie Brière, récitant. Réalisation GRM. Groupe de réalisation. Arlette Adrian, Marie-Dominique Arrigui, Daniel Bizien, Bernard Charon, Marie-Ange Garando, Pierre Mine. Le tombeau d'Anatole, Mallarmé.